Je m'appelle Étienne Barrier, j'ai fondé Unique Production il y a 13 ans. On est une agence audiovisuelle, on fait tout ce qui est film d'entreprise et plus récemment Simp, Studio My Pocket. Donc là, on va s'adresser plutôt aux indépendants et aux TPE pour les aider aussi dans la vidéo grâce à une application pour qu'ils puissent filmer avec leur téléphone portable. J'ai un invité aujourd'hui qui s'appelle Christopher Piton. Je suis vraiment ravi de l'avoir pour ce premier épisode. Mais tout de suite, on va lancer le générique. Eh ben, bonjour, bonjour à vous, bonjour Christopher, merci beaucoup de me rejoindre, merci d'être là pour t'es mon premier invité. Comment ça se passe déjà pour toi? Pour moi, ça se passe plutôt bien. Salut Étienne. Et puis, je te remercie de ton invitation et avec plaisir pour discuter avec toi. Et voilà. Parfait. Écoute, on va commencer peut-être par un peu expliquer ton parcours, qui tu es, d'où tu viens. Voilà, en quelques mots, qui est Christopher Piton? Ouais. Alors, moi, je suis donc Christopher Piton. Je suis formateur et coach LinkedIn et j'accompagne les entrepreneurs et freelances en B2B à développer leur activité et à construire leur image de marque sur LinkedIn via surtout des missions de coaching et de consulting. Donc concrètement, je les aide à développer leur stratégie marketing éditoriale tout en leur donnant les clés pour écrire de manière persuasive et percutante. Donc ça, c'est vraiment pour ce que je fais. Sur mon parcours, en quelques mots, j'ai travaillé 2 ans en agence en tant que référenceur. Puis ensuite, j'ai donné des cours d'e-réputation et de référencement naturel dans une école de commerce. Suite à ça, j'ai bossé je bosse pendant plus de 4 ans au sein d'un gros groupe industriel en tant que chargé de projet web. Et depuis 1 an et demi, je travaille justement en tant que formateur et coach LinkedIn pour accompagner justement ces freelances à développer leur activité sur LinkedIn. D'accord. Alors du coup, comment est-ce que tu as pu te lancer? Parce que vu que tu es sur LinkedIn, j'imagine que ta plateforme de prédilection, c'est LinkedIn. Comment est-ce que tu as lancé ton activité? Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir commencer à avoir tes premières vues, tes premiers clients, etc. En fait, j'ai commencé à travailler sur mon projet LinkedIn sans le savoir réellement. C'est-à-dire que j'ai commencé à créer du contenu pendant une bonne année pour partager justement mes connaissances en marketing, mes connaissances en référencement, mes connaissances en web marketing de manière beaucoup plus générale. Et j'ai mis en place ce qu'on appelle une stratégie d'inbound marketing. Donc l'objectif, c'était de partager du contenu, de monter en visibilité et d'attirer à moi les personnes qui partageaient mes opinions, qui partageaient ma vision et qui étaient intéressées par ce que je pouvais écrire. Et de fil en aiguille, j'ai développé mon image de marque et j'ai réussi à percer dans le sens où j'ai réussi à gagner des places sur LinkedIn pour justement attirer ces personnes. Et de fil en aiguille, étant donné que ma marque personnelle commençait à être de plus en plus visible, j'ai réussi à me démarquer par ma singularité, j'ai réussi à me démarquer par ma personnalité en produisant des contenus qui étaient un peu plus clivants, en partageant du coup ma vision, c'est-à-dire que moi, ma vision LinkedIn, c'est pas de parler que de hacks ou d'astuces, c'est plutôt de poser les fondamentaux qui sont justement avoir un bon positionnement, avoir des bons objectifs sur LinkedIn, savoir qui cibler et savoir comment écrire, notamment avec sa personnalité. Et ce qui m'a amené justement à travailler après sur cette niche-là, là où mes concurrents, eux, étaient beaucoup plus présents sur Facebook et YouTube, des réseaux sociaux qui montaient en puissance, notamment sur l'aspect business, alors que LinkedIn était délaissé car beaucoup trop impersonnel et froid. D'accord. Donc là, du coup, c'est ça que tu mets le point sur quelque chose d'important, c'est de commencer à donner avant de recevoir quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que tu as voulu donner en premier, en fait? Qu'est-ce que pour toi était le principale chose à faire pour que les gens puissent venir à toi? Tu parlais d'une image aussi, d'être clivant. Comment est-ce que tu as trouvé, en fait, un petit peu ta voix là-dedans? Ouais, en fait, pour reprendre un petit peu ce que tu dis, c'est que j'ai mis ce qu'on appelle en place
Le social selling. Le social selling, c'est un mot un peu barbare, mais concrètement, en gros, c'est l'art de se vendre sans vendre ou sans se vendre. Donc, en fait, on en revient à tout classiquement les stratégies d'inbound marketing qui consistent à attirer à soi les clients et à pas faire de la prospection, c'est-à-dire à aller chercher le client. Donc, en gros, c'est vraiment du bon sens, c'est donner avant de recevoir, comme ce que tu disais. C'est vraiment être intéressant avant d'être intéressé. Et ça commence tout simplement, même si on est débutant, par publier des commentaires qui sont ultra constructifs, c'est-à-dire pas des commentaires qui sont banals dans le sens où on va dire super, bravo, merci, etc. Donc ça, on peut le faire parce que voilà, on peut remercier une personne de son contenu parce que ça a été intéressant. Mais typiquement, si on veut apporter de la valeur dans le sens où si on veut aux yeux des personnes qui ont lu un post et qui vont lire les commentaires, apporter pour eux de la valeur, c'est-à-dire des conseils supplémentaires, rebondir sur une info, donc via ce commentaire-là. Et les commentaires constructifs vont te permettre d'une part d'être visible auprès de la personne qui a publié le contenu, mais ça va également te permettre de gagner en crédibilité, étant donné que tu vas mettre en avant ton expertise grâce aux informations que tu auras laissées dans ce commentaire. D'accord, donc c'est aussi ton point de vue qui apparaît, et juste dire merci, on est vu, mais ça n'a pas un intérêt énorme, alors que de développer une idée dans ses commentaires et d'engager la conversation, c'est ça ce qui va nous permettre d'être repérés en fait, en quelque sorte. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ça permet vraiment de marquer les esprits, de commencer à partager son opinion, à faire transpirer, entre guillemets, sa personnalité, de manière à ce que voilà, on puisse bien t'identifier, non pas uniquement à travers ton expertise, mais à travers qui tu es toi personnellement, quoi. D'accord. Et alors du coup, si on veut un petit peu démarrer, j'imagine que du jour au lendemain, on va pas aller faire un post tous les jours ou plusieurs posts par jour. Comment est-ce Ouais. qu'on peut commencer à mettre cette technique en place? De social selling? Oui. Alors en fait, moi j'y vois 4 étapes. La première, c'est clairement définir précisément ses objectifs sur LinkedIn. Typiquement, moi, si je prends mon exemple, en 2019, mon objectif c'était de développer mon chiffre d'affaires de 30%. Et mon objectif qualitatif, c'était de consolider mon image de marque et notamment le fait de devenir une référence sur mon milieu, sur cette plateforme. Comment y arriver? C'est-à-dire que moi, je mise sur la régularité. Donc, typiquement, aujourd'hui, je publie 2 fois par semaine. Après, il n'y a pas une fréquence absolue. Il n'y a pas de vérité absolue là. C'est plutôt en fonction de ta charge de travail. C'est plutôt en fonction de différents facteurs. Mais l'objectif, c'est la régularité. Également, j'y consacre une routine. Donc, on pourra y revenir un peu plus tard, mais typiquement 1 heure par jour. Donc, ce que j'appelle la puissance des habitudes. Et également d'avoir une offre qui était claire pour être distinctif et du coup me différencier des concurrents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de développer l'image de marque, l'activité de mes clients grâce à l'écriture. Donc, on en pourrait revenir aussi. Alors que d'autres concurrents vont être plutôt alliés sur la prospection, etc. Donc, déjà, ça me permet de me différencier même sur LinkedIn. Deuxième étape, c'est d'avoir un positionnement qui est bien clair. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs et en fait de freelance qui se dispersent sur plein de plateformes. Moi, je pense qu'il est plus intéressant en fait d'être focus sur une seule, voire 2 plateformes. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi LinkedIn pour me démarquer des concurrents, comme je disais tout à l'heure, et également d'avoir une présence sur YouTube pour avoir des contenus qui soient référencés sur Google. Parce qu'il faut savoir que quand tu publies des posts sur LinkedIn, ils restent sur LinkedIn, ils sont pas visibles sur Google, ils sont pas référencés sur le moteur de recherche. Alors que sur YouTube, c'est le cas. Surtout que YouTube appartient à Google, donc comme ça, au moins, c'est réglé. Ouais. Et donc, pour moi, un positionnement clair, c'est savoir déterminer son client idéal, répondre à un besoin précis, et avoir une compétence forte qui te donne un avantage compétitif. Donc, clairement, c'est ça. Pour moi, c'est en gros cibler les freelances et entrepreneurs B2B, ça, c'est ma cible. Mes compétences, c'est l'écriture persuasive et ma capacité à réseauter. Et les besoins précis que je résous, c'est développer la marque personnelle et les ventes de mes clients via le social selling, ce que je suis en train d'expliquer là. Et puis, il reste 2 autres étapes. La troisième étape, c'est construire de vraies relations humaines au service de mon activité.
c'est là qu'on en revenait par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avoir vraiment une approche qui est désintéressée. Donc, clairement, mettre en place ce que j'appelle moi du marketing généreux. Donc, en gros, vendre, qui permet de vendre plus et qui permet aussi de se connecter aux émotions des personnes avec qui on communique sans avoir une approche de manipulateur, j'entends bien. Donc, c'est aussi rencontrer chaque humain en dehors de la plateforme. Donc, LinkedIn est un outil qui te permet justement d'aller au-delà de tout ça, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Ça permet aussi de se rencontrer en dehors de la plateforme. Et le fait de construire de vraies relations humaines, c'est pas de voir LinkedIn comme justement un supermarché où chaque personne est un abonné. Et moi, un abonné, pour moi, c'est un humain, et derrière chaque abonné, tu as une personne humaine qui a des émotions, une personne humaine qui a aussi des objectifs, etc. Donc, à mon sens, avoir le plus gros réseau possible, c'est pas la meilleure stratégie, à mon sens. Donc, c'est pour ça que je parle de concept de supermarché. C'est pas nécessairement intéressant pour tout le monde. Donc, il vaut mieux viser la qualité plutôt que la quantité, en fait. Il vaut mieux avoir des personnes intéressées sur ton profil que d'accepter tout le monde et qu'ils ne soient pas forcément intéressés par tes propos. Ouais, c'est ça, exactement. Après, il y en a plein qui parlent de sérendipité où justement, ça te permet par le fruit du hasard de faire de belles rencontres. Je suis pas contre. Après, tout dépend encore de ton objectif et ce pourquoi tu es sur LinkedIn. Si tu viens sur LinkedIn uniquement dans un but précis, ça sert à rien de se disperser tous ces efforts pour d'autres objectifs. Tu peux avoir un grand réseau, tu peux avoir un grand réseau qualitatif, mais encore une fois, ça prend du temps d'arriver à 10 000 contacts. Si tu veux vraiment avoir 10 000 contacts qui soient bien qualifiés, etc., si tu n'es pas dans une optique d'appuyer comme un fou furieux sur le bouton se connecter pour essayer d'avoir un gros chiffre et que ça satisfasse uniquement ton ego. C'est plus dans cet objectif-là. Et dernière étape, c'est que je mise en fait sur ma singularité avant de miser sur l'algorithme. C'est là où on en revient par rapport à cette idée de quantité. Donc moi, l'idée, c'est que chaque fois que j'écris un contenu, je me demande, est-ce que le lecteur ou le spectateur va apprendre quelque chose? Est-ce que ça va lui permettre de prendre du recul et se poser les bonnes questions sur un sujet? Est-ce qu'il va ressentir une émotion? Donc, en gros, s'il y a ces noms à chacun des points que je viens de citer, en gros, je réécris le contenu parce que c'est pas encore suffisant, quoi. Donc, les personnes qui te disent qu'ils écrivent un contenu en 3 minutes top chrono, oui, s'ils sont vraiment très, très doués et qu'ils savent vraiment comment écrire de manière persuasive, mais sinon, j'y crois pas un instant. Donc là, je pense qu'il y a plusieurs points très intéressants que tu as soulevés, et notamment, c'est le fait de se dire qu'il faut apporter de la matière et penser pas forcément en fait à des hacks. Et ce qu'on entend beaucoup de dire, bah voilà, moi j'ai des super méthodes, on va hacker LinkedIn, on va hacker Facebook ou n'importe. Ouais. Que du coup, c'est plutôt des machines, c'est des choses qui vont faire que ça va apporter des contacts. Toi, tu es vraiment sur l'inverse, c'est plutôt dire, bah, je vais apporter de la valeur pour que les gens viennent naturellement vers moi. Ouais, exactement. Ouais. C'est vraiment dans cette optique-là. Ouais, tout à fait. Et donc ça fonctionne aussi. C'est en apportant de la valeur, tu te rends compte que tu as un vrai retour sur investissement, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens te contactent naturellement pour travailler avec toi. Ouais, tout à fait. Si tu veux, après, ce que je mets en place, faut être transparent aussi, c'est une stratégie long terme. C'est-à-dire que si demain tu commences à appliquer ma stratégie de social selling, tu vas pas avoir de la clientèle dès le lendemain. C'est pas possible, ça serait mentir. C'est clairement sur le long terme. Moi, les résultats, je les ai eus au bout de 3 mois minimum. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Bien évidemment, si tu as un objectif qui est aussi de vivre ton activité avec LinkedIn, tu peux très bien coupler dans un premier temps la prospection avec la mise en place justement d'une stratégie éditoriale pour développer ta visibilité, ta notoriété, ta crédibilité sur la plateforme. Et au bout d'un moment, au bout de, par exemple, 6 mois, 8 mois, etc., tu vas te rendre compte que ta visibilité va te permettre de pallier à la prospection et petit à petit, tu vas pouvoir justement réduire ta fréquence de prospection parce que ta marque personnelle que tu auras développée au travers de ta stratégie éditoriale aura pris le dessus
et t'aura permis justement à ne plus mettre en place de la prospection, mais à plutôt uniquement créer du contenu pour attirer à toi ton client idéal finalement. Si je prends un objectif, par exemple, d'exemple, rien que entre début janvier et fin mars, sur 3 mois, mes contenus m'ont permis de faire près de 400 000 vues, 500 000 likes et 2000 et quelques commentaires. Mais au-delà de ces chiffres-là, ça m'a permis d'entrer en contact avec pas mal de personnes, de développer mon activité et de générer du chiffre d'affaires. C'est plutôt ça en fait qui va être le chiffre le plus important, c'est est-ce que tu as réussi à développer ton chiffre d'affaires via cette création de contenu-là, et pas uniquement te dire bah voilà, j'ai fait 400 000 vues, c'est la fête du slip quoi. Parce que sinon autant mettre des vidéos de chat et on va avoir beaucoup de vues, mais ça va pas apporter du business au final. Ouais, c'est ça. Tu peux très bien faire parler les chiffres comme tu le veux. L'objectif, c'est de se dire, est-ce que ces chiffres-là t'apportent du concret? Est-ce qu'ils t'apportent aussi de bonnes relations humaines? Est-ce qu'ils t'apportent du chiffre d'affaires, etc. C'est vraiment ça l'objectif final par rapport à cette stratégie. Alors tout à l'heure, tu parlais de routine justement. Comment est-ce que tu arrives à écrire? Parce que du coup, 2 posts par semaine, surtout si c'est de la qualité, il faut quand même avoir le temps de le faire, il faut avoir le temps de réfléchir, de l'écrire, de le retravailler. Et puis du coup, tu parles aussi de la régularité et de faire ça sur le moyen et long terme. Comment est-ce que tu arrives à maintenir la cadence d'écrire aussi régulièrement? Alors moi, depuis déjà un bon nombre de mois, je travaille en fait selon un petit process, méthode, où j'écris mes contenus à l'avance. Alors il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus, on va dire, qui travaillent à l'instinct, où ils vont publier du contenu au jour le jour. Moi, je ne suis pas particulièrement ultra fan de cette méthode parce que ça me convient pas. Ça convient à d'autres personnes, mais ça me convient pas à moi. Donc, en gros, j'écris mes contenus le dimanche pour la semaine qui suit. En gros, c'est ça. Ce qui permet de travailler sur mes 2 contenus. Là aujourd'hui, j'ai une fréquence de 2 posts par semaine, alors qu'avant, j'avais une fréquence, enfin, en tout cas, toute l'année 2018, j'écrivais un contenu par jour. Donc là, je travaillais plus au jour le jour. Et après, je me suis rendu compte que c'était pas gérable. Et après, j'ai réduit la cadence parce que j'ai gagné en visibilité, donc j'avais plus besoin de publier autant de contenu. Donc j'ai réduit à 5 par semaine, puis après à 3 par semaine. Et là, depuis que je suis aussi en train d'écrire mon livre, du coup, j'ai un peu moins de temps à passer le dimanche sur écrire les posts, etc. Ce qui fait que j'ai réduit à 2, voire 1 par semaine. Ça dépend après de la quantité de travail, la charge de travail que je vais avoir sur la semaine qui suit. Mais concrètement, c'est ça. J'ai publié en avance. Et lorsque je publie mon contenu, je suis présent dans l'heure qui suit le contenu. Donc après, tout à l'heure, je te parlais qu'il fallait pas non plus être trop à cheval par rapport au hack parce que c'est les fondamentaux qu'il fallait surtout positionner. Mais après, il faut quand même comprendre comment fonctionne les codes de LinkedIn. Il faut quand même comprendre comment fonctionne un algorithme. Et sans pour autant le contourner comme un fou furieux et penser qu'à ça. Si à partir du moment où tu as réussi à avoir des contenus qui soient pertinents et que tu comprends bien l'algorithme, c'est l'idéal. Donc typiquement, lorsque je publie mon contenu, je suis présent dans l'heure qui suit, ce qui me permet de répondre aux premiers commentaires qui vont être publiés, ce qui me permet également pendant cette heure-là de répondre aux autres commentaires de mes autres posts, de répondre aux commentaires des posts dans lesquels j'ai été mentionné, ou répondre aux autres réponses de commentaires dans des publications que j'avais commentées. Ça permet aussi de gérer les acceptations des invitations que j'ai reçues, d'envoyer des messages de bienvenue. Ça me permet aussi de suivre les conversations que j'ai en message privé. Et durant cette heure-là, voilà, au lieu d'être juste présent à attendre que les commentaires arrivent sur le contenu, je mets en place ma routine quotidienne sur LinkedIn. Et dès que cette heure-là est passée, je ferme LinkedIn et je continue à faire mes autres tâches de la journée pour avancer sur le cœur de mon activité et pas justement continuer à scroller indéfiniment le fil d'actualité
un petit peu comme une personne addicte à de nouvelles informations et à attendre que les notifications apparaissent sur LinkedIn, un petit peu comme un gamin qui serait excité de Noël, les cadeaux sont arrivés, quoi. C'est un petit peu l'idée. Et donc, le rester 1 heure après avoir posté quelque chose, c'est important. Ça va aider du coup l'algorithme à te mettre en avant. Bah, d'après les tests qui ont été effectués et les différentes études, le fait d'être présent au moins 1 heure après la publication et d'être actif, ça envoie un signal aux algorithmes comme quoi tu es présent et que tu n'es pas uniquement là pour publier du contenu pour publier du contenu et que tu es bien présent sur la plateforme, parce que ce que recherche avant tout LinkedIn, c'est de garder un maximum, de retenir un maximum de personnes sur sa plateforme pour de plus en plus les soumettre à davantage de posts sponsorisés, de publicité, de leur montrer qu'il y a un intérêt sur la plateforme et de les pousser à payer des abonnements premium, en fait. D'accord. Donc, le fait d'être présent 1 heure après la publication, ça te permet aussi de répondre aux commentaires qui sont présents, et également, ça donne plus de poids à ton contenu pour le propulser un peu plus auprès d'autres personnes, de le présenter à une audience un peu plus large, et toi, de gagner un peu plus en visibilité et avoir cet effet un petit peu plus boule de neige. En gros, si je te prends une analogie, un exemple, tu prends une boule de neige au-dessus d'une piste de ski, tu la balances. Petit à petit, il y a une petite boule. Une fois que ça arrive en bord de la pente, c'est une grosse boule. Mais si entre-temps, tu as eu un gros obstacle, tu as eu un gros arbre, la boule, elle peut plus grossir. Donc, en gros, c'est un petit peu l'idée, c'est que si tu es présent au tout début et que tu as lancé la boule de manière très forte, du coup, ton post, il va accélérer en termes de visibilité et visibilité. Et si, justement, au tout départ, tu as fait une toute pichenette sur ta boule, tu vas pas aller bien loin. Donc, c'est un petit peu l'idée. Il faut vraiment l'accompagner, en fait, c'est pas juste hop, je lance mon post et c'est fini. Il y a un travail d'accompagnement qui dure au moins une petite heure Alors, par contre, si jamais tu n'as pas de commentaires, de likes, etc., comment est-ce que tu peux essayer de faire pour engager les personnes à venir sur ce post? Parce que je me dis que si tu n'as pas de commentaires, du coup, on te verra moins sur LinkedIn parce qu'il va moins te mettre en avant. Est-ce que tu as quelque chose pour essayer d'engager les personnes à venir sur ton post et le commenter? Après, tout dépend le réseau que tu as monté. Si tu as des personnes que tu connais bien et qui avaient justement donné leur consentement pour que tu leur parles de tes contenus, tu peux leur envoyer un petit lien par message privé pour leur dire que tu as publié un contenu qui pourrait les intéresser. Bien entendu, l'objectif, c'est pas de le faire de manière massive parce que après tu vas perdre l'intérêt, c'est vraiment de le faire de manière chirurgicale. Mais après, j'ai envie de te dire, au départ, c'est un peu normal que tu aies pas autant cette traction-là. L'objectif, c'est d'être vraiment patient, de persévérer et de créer vraiment des commentaires constructifs sur les contenus des autres pour que tu sois visible, que les gens s'intéressent à ce que tu dis, qu'ils viennent découvrir ton profil, qu'ils viennent découvrir tes contenus, qu'ils voient la qualité de tes contenus et qui, entre guillemets, s'abonnent ou entrent en contact avec toi, qui fait que ça va développer ton réseau de manière qualitative, ça va développer en gros après ta visibilité sur tes contenus de manière beaucoup plus qualitative, ce qui fait que tu vas engendrer petit à petit plus d'intérêt auprès de tes contenus. Donc c'est là où justement on n'est pas sur du hack, on est vraiment sur des fondamentaux qui est donner avant de recevoir. Donc si j'avais un conseil à donner, notamment aux personnes qui sont plutôt à fond en recherche de likes et de commentaires, c'est que déjà, en fait, leur intérêt premier sur la plateforme, il est pas bon. Si tu es vraiment focus sur je veux plus de commentaires, plus de likes, et que c'est ça ta finalité, c'est que t'as pas réfléchi aux bons objectifs, ton positionnement, il est pas bon, et c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faut régler la base avant de vouloir absolument engendrer plus de likes et de commentaires. Et même pour aller plus loin, c'est aussi se dire que avant d'avoir des likes, il faut déjà en donner. Et du coup, faut donner du commentaire intéressant pour que les gens viennent en retour en faire aussi. Donc en fait, pour bien reprendre ce que tu dis, c'est que si on veut se lancer, il faut faire les deux en parallèle. C'est d'un côté écrire du contenu intéressant en espérant que les gens commencent à venir. Et en même temps, pour les faire venir, il faut aller commenter et partager des publications d'autres personnes pour que du coup, eux s'intéressent à toi
et finalement te rendre un petit peu l'appareil. Donc c'est vraiment les deux en même temps, c'est pas juste dire je fais de la publication, mais il faut aussi aller commenter les publications des autres. Ouais, exactement. Ouais. Bah, ça fonctionne clairement différemment que sur Facebook ou sur YouTube. Sur YouTube, bah, plus tu vas avoir un bot d'abonnés et de personnes qui vont appuyer sur la petite cloche et pour avoir une notification, plus tu vas proportionnellement être visible. Alors que sur LinkedIn, c'est clairement pas le cas. Si t'as pas d'interaction régulière avec les gens, bah tu seras pas visible. Et si tu apportes pas du contenu, enfin de la qualité pour les autres, c'est pareil, tu gagneras pas en visibilité, en crédibilité. C'est là où justement le fonctionnement est différent. D'accord. Ah, si tu avais du coup 3 conseils à donner comme ça pour quelqu'un qui se lance et qui se dit bah, j'ai envie d'aller sur LinkedIn par exemple, qu'est-ce que pourrait être? Bah, les 3 conseils que je leur donnerais, en plus de ce que je t'avais dit tout à l'heure par rapport au positionnement et à ce que c'est que le social selling, c'est bah, de bien être à l'écoute de son client idéal. Typiquement, si tu sais ce qu'il ressent, si tu sais quels sont ses désirs, ses rêves, quelles sont ses préoccupations, ses blocages, etc., ça va te permettre justement d'avoir davantage d'idées sur ce que tu veux raconter. Ça va te permettre justement d'apporter des réponses à ces questionnements. Ça va te permettre justement de proposer des contenus qui ont plus d'impact. En plus de ça, c'est également de se dire, OK, moi qui je suis. Si tu sais plus ou moins qui tu es, que tu as fait une introspection de toi-même, que justement tu es en phase avec ce que tu écris, tu as pas peur du jugement des autres et que tu as envie de partager du contenu avec ta personnalité, avec ta voix qui est à toi, tes couleurs, tes expressions. C'est ça qui va être beaucoup plus intéressant et qui font que les gens vont se connecter à toi parce qu'ils vont se connecter à une personne, ils vont se connecter à un humain, ils vont pas se connecter à une personne qui balance juste un conseil de manière plat et impersonnelle. Donc, c'est vraiment écrire avec sa personnalité à ce moment-là. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je donnerais. Le troisième, c'est quand tu écris du contenu, c'est de passer beaucoup de temps aussi à travailler sur l'accroche. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes tout le flot de contenu qu'il y a sur le fil d'actualité, tu peux être vite fait noyé parmi l'ensemble des contenus. Et l'objectif, c'est de se dire bah, comment moi, je peux me démarquer parmi cette masse d'informations. Bah, c'est en travaillant sur l'accroche. Si tu arrives à avoir une accroche qui est percutante, qui est bien travaillée et qui capte l'attention sans être trop dans le putaclic, donc en gros dans un titre aguicheur. Aguicheur pour rien. Ouais, bah du coup, et finalement, si c'est un petit aguicheur qui respecte pas sa promesse, bah tu vas décevoir les personnes qui te lisent et ils vont se dire, ok, ça c'est encore un mec qui essaye de capter davantage d'audience uniquement pour son propre intérêt et pas pour l'intérêt du lecteur. Donc c'est ça, et c'est vraiment voilà travailler avec ça, communiquer avec singularité et se dire bah si jamais on a peur de mettre en avant sa personnalité, c'est se dire bah quel est le pire scénario? Qu'est-ce qui va vraiment t'arriver si tu mets en avant, tu distilles un peu plus ta personnalité, si tu mets en avant plus tes opinions, si tu es un peu plus clivant, quel est le pire scénario? Et généralement, quand on réfléchit à ça, on se dit que bah c'est pas grave en soi, c'est justement l'inverse, c'est que en étant clivant, bah tu vas peut-être justement agacer certains qui partagent pas ta vision et tes valeurs, mais tu vas rassembler des personnes qui sont totalement connectées avec ce que tu dis et ça sera encore plus plaisant parce que tu vas avoir des discussions qui sont plus profondes et surtout tu vas pouvoir aussi attirer ton client idéal qui lui a pris conscience de son expertise et également qui partage ta vision, qui partage tes valeurs et ça sera encore beaucoup plus tripant et voire jouissif de travailler avec un client idéal qui partage tout ça quoi, et qui est en accord avec ce que tu fais et qui tu es. Et du coup, la relation avec ce client sera beaucoup plus fluide. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui n'est pas forcément en accord avec ce que tu dis, bah, il va falloir que je crois que tu essaies de convaincre sur tes actions, etc. Là, s'il est en empathie avec toi et que tu l'es aussi, bah, du coup, la relation va être plus facile, il va te faire confiance et donc, du coup, tu pourras travailler plus profondément, comme tu disais. Ouais, exactement, ouais, tout à fait.
Alors, tu parlais d'un titre accrocheur, du coup, ça faut aussi penser à l'écriture dont tu parlais qui doit inciter. Tu mets aussi en avant la méthode AIDA. Est-ce que tu Ouais. peux en dire quelques mots Sur la méthode AIDA ou sur ma manière d'écrire, sur l'écriture persuasive? sur les deux? À deux. Alors déjà, pour grossir un petit peu le truc, l'écriture persuasive, c'est entre guillemets l'art de persuader ton client idéal à travailler avec toi en te connectant avec ses émotions, en te connectant à ses émotions avec empathie et en étant toi-même. Donc, ce que j'expliquais déjà un petit peu tout à l'heure. Mhm. En gros, c'est que tous les jours, ton client, il va lire beaucoup d'articles, il va regarder un tas de vidéos, il va surfer sur les réseaux sociaux, il va écouter des podcasts, il va lire pas mal d'emails, etc. Il va être soumis à un tas de publicités et tout. Et ton outil, c'est de te dire comment toi, tu peux capter son attention et te démarquer de tes concurrents. Donc, c'est là où il faut vraiment être très, très différent et se dire que qu'il faut savoir persuader et pas manipuler. Déjà, c'est la première phase parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui le font de manière maladroite, mais manipuler, c'est vraiment jouer avec les émotions, contrairement à se connecter avec les émotions. Donc c'est là où il faut justement avoir de l'empathie et comprendre ce que ressent ton client sans pour autant en jouer pour atteindre ton objectif et servir tes intérêts personnels. Je vois souvent beaucoup de personnes qui font un petit peu l'amalgame entre l'influence et la manipulation où justement, c'est pas tant l'outil qui est mal, c'est ce qu'on en fait. Typiquement, si je te donne un tournevis, parce que t'en as besoin pour monter un meuble Ikea, voilà, le tournevis va te servir à juste à visser une vis dans un meuble et t'aider à monter le meuble. Mais à l'inverse, si je te le donne et que tu me dis que c'est pour faire un meuble Ikea, que t'es un psychopathe et que tu t'en sers pour me tuer, tu vois, finalement, l'outil à la base, il est là pour t'aider, il n'est pas là pour faire du mal. Mais si c'est mis dans les mains de mauvaises personnes, ça peut faire des dégâts. C'est un petit peu pareil pour la persuasion, donc l'écriture persuasive. C'est-à-dire que tu peux écrire en te connectant aux émotions des gens avec empathie. Il y en a qui vont s'en servir pour manipuler les émotions. C'est là où il faut faire la petite différence. Enfin, bref, petite parenthèse à part. Pour capter aussi l'intention de ton audience et de démarquer de tes concurrents, c'est écrire, comme je disais tout à l'heure, avec ta personnalité. Donc, tu peux le faire en utilisant des analogies qui sont uniques. Typiquement, il y a quelques semaines, j'avais publié un post qui parlait des hacks et je disais que les hacks, c'est un petit peu comme les roulettes sur un vélo. C'est au départ, t'as le gamin, il a ses roulettes, il a pris confiance, il va super vite. Et jour au lendemain, son papa, il enlève les roulettes et puis le gamin, il tombe parce que du coup, il a été habitué à avoir cette aide. Ouais. Et que sur LinkedIn, c'est pareil. Si tu utilises que les hacks et que t'as pas appris à créer du contenu qui soit vraiment émotionnel, du contenu qui soit impactant, du contenu qui fasse vibrer et ressentir l'émotion aux personnes qui te lisent, c'est pareil. Si du jour au lendemain, l'algorithme change tout et que tes contenus sont plus visibles, tes hacks te serviront plus à rien et tu vas te retrouver un petit peu dans l'embarras parce que tu ne sauras pas comment te démarquer des autres par ta personnalité, par ton écriture, par ton empathie, etc. Donc, c'est là où j'en reviens aussi, où il faut savoir raconter des histoires et créer une tension émotionnelle dans tes contenus. Typiquement, en exemple, j'aime bien utiliser ce qu'on appelle l'in media res, c'est-à-dire commencer l'histoire par le milieu. C'est une technique qui est utilisée dans l'écriture et notamment dont George Lucas de Star Wars, donc on en parlait aussi récemment dans un contenu, s'en est servi pour créer ses films. Donc il a pas commencé par l'épisode 1, il a commencé par l'épisode 4, si je me trompe pas. Le 4, c'est ça. Ouais, par le 4. Donc voilà, il a commencé vraiment au milieu de l'histoire parce que l'objectif, c'est vraiment de faire entrer directement ton lecteur, ton spectateur en plein milieu de l'action ou en plein milieu d'une conversation. Et ça, tu peux l'appliquer sur LinkedIn. Donc, typiquement, au lieu de commencer ton histoire du début, tu peux très bien commencer ton histoire par le milieu. Et si, par exemple, tu avais une conversation entre deux personnes, l'idée, c'est de se dire, voilà, tu vas inviter ton lecteur à ta table en plein milieu de la conversation
Et là, tu peux commencer ton post LinkedIn par des guillemets pour dire, par exemple, tu dois prospecter. En gros, c'est-à-dire que là, on est rentré dans une conversation avec une personne qui dit à l'autre, bah, tu dois prospecter. Et après, bah, tu déroules le suite du récit pour dire, bah, est-ce que oui, est-ce que non, tu dois le faire, quel est ton point de vue, etc. Donc, ça te permet d'attirer l'attention et de la garder jusqu'au bout avec la suite du récit. Et on se rend compte aussi sur YouTube, il y a aussi pas mal de vidéos qui commencent par un petit extrait de ce qui se passe dans la vidéo, et après, hop, on revient au début et les gens se présentent, etc. C'est ça, c'est Ouais. pour capter l'attention, dire bah voilà, ce dont on va parler, si ça vous intéresse, bah regardez la suite. Ouais, exactement. Bah, ça fonctionne, ouais, comme tu le dis, pareil en vidéo. En fait, dans tous les domaines, ça fonctionne plutôt bien comme style comme technique d'écriture. Après, il y en a d'autres, mais en tout cas, celle-ci est plutôt intéressante à utiliser, même sur un post LinkedIn de 1300 caractères. Ouais. C'est plutôt pas mal de pouvoir raconter des petites histoires courtes et puis d'apporter un enseignement ou un conseil à la fin du post. D'accord. Et du coup, pour revenir après à la méthode AIDA, la structuration de cette écriture persuasive, c'est on va avoir différents blocs qu'il faut respecter parce que du coup, ça va amener le spectateur, le lecteur, à une action que toi, tu veux lui faire faire. Ouais, exactement. Bah, ça suit, j'ai envie de te dire, la compréhension du cerveau humain. C'est-à-dire que le cerveau humain fonctionne d'une certaine manière où il va enregistrer l'information dans une certaine logique et la structure AIDA, en gros, elle va suivre cette logique. C'est-à-dire qu'on va au départ capter l'attention, donc le A, développer l'intérêt, donc le I, donc c'est-à-dire développer l'intérêt en captant l'attention avec par exemple en évoquant un problème, en faisant visualiser à ton prospect quels sont comment il visualise son problème, etc. Le D, c'est le désir, donc comment faire ressentir le désir et montrer quelle serait la situation de ton client idéal une fois le problème résolu. Et le dernier A, c'est l'action, donc en gros, comment faire passer ton client idéal à l'action une fois qu'il est au bout de cette aventure, de cette histoire-là, dans cette structure. D'accord. Et donc, du coup, pour revenir à les posts que tu vas mettre sur LinkedIn, l'idéal, c'est de toujours faire un appel à l'action à la fin de son post, quel qu'il soit. Ça peut être du partage, ça peut être d'aller sur un site internet, etc. Qu'est-ce que tu peux conseiller? Ouais. Après, c'est là où il faut prendre aussi un peu du recul, c'est se dire, il faut pas uniquement se dire, je publie un contenu sur LinkedIn et il faut impérativement que je fais un appel à l'action direct vers une offre ou quoi que ce soit. L'appel à l'action, en fait, il peut prendre plusieurs styles, c'est-à-dire, tu peux très bien inviter les gens à converser avec toi en commentaire, en leur posant une question à la fin de ton contenu. Donc ça, c'est aussi un appel considéré comme un appel à l'action. Euh, tu peux bien évidemment aussi publier un lien qui va renvoyer vers une ressource supplémentaire. Ça peut être vers un article de blog complet, ça peut être vers une vidéo, ça peut être, je sais pas moi, aussi vers ta newsletter. Donc là, t'invites les gens à s'inscrire, etc. Donc là, c'est un appel à l'action qui est un peu plus fort. Et si dans certains cas, ce sont des publications type événements, type billetterie. Donc là, tu peux très bien renvoyer les gens vers l'achat d'un billet, etc. Voilà, donc il y a plusieurs manières de pouvoir faire un appel à l'action. Donc tout dépend de l'objectif de ton poste et est-ce que cet objectif-là de ton poste répond à ton objectif global et est-ce que voilà, dans chaque poste, tu as au moins apporté de la valeur. Parce que si tu publies un appel à l'action à la fin de ton contenu, alors que le contenu il sert plutôt à ton intérêt qui va servir à ton lecteur, l'appel à l'action n'aura pas de sens, il sera pas fort et personne n'ira cliquer dessus parce que tu leur as rien apporté en fait. Ouais. Les gens on est tous plus ou moins égoïstes et on s'intéresse à nos problèmes et on n'a pas nécessairement trop envie de s'intéresser aux problèmes des autres. Donc c'est là où justement quand tu crées du contenu, si tu t'intéresses aux problèmes des autres,
bah, tu vas réussir et à être empathique, vraiment empathique et pas juste empathique pour servir tes intérêts, encore une fois. Là, ça te permet d'être beaucoup plus percutant. D'accord. Donc c'est vrai qu'en fait, toute la conversation qu'on a depuis tout à l'heure, c'est vraiment remettre l'humain au cœur des échanges et Ouais. se dire que toutes les actions qu'on a dans le digital, en fait, derrière, faut se dire que derrière l'ordinateur, c'est un humain qui va lire ses posts, un humain qui va lire ses vidéos. Et finalement, faut pas dire bah, j'écris pour Google, pour l'algorithme, mais Mm. plutôt qu'est-ce que j'apporte réellement à un humain et moi en tant qu'humain aussi. Du coup, c'est vraiment la parole de deux personnes, la conversation que tu peux amener avec ton audience, ton client idéal, etc. Ouais, exactement. Bah, en gros, c'est chaque fois la question que je pose aussi à mes clients, c'est se dire, quand vous lisez un contenu, qu'est-ce que vous aimeriez lire comme contenu? Est-ce que ce style de contenu-là que vous avez écrit, c'est quelque chose que vous aimeriez lire? Et en prenant du recul et en toute honnêteté, s'ils me disent, ouais, mais non, c'est quand même un peu léger, là, je sens que c'est un petit peu trop agressif, etc., ou j'ai pas appris grand-chose, bah, ça veut dire que finalement, faut pas publier ce contenu-là. Ça veut dire que ça va pas intéresser ton client idéal et que finalement, ça sert plus son intérêt que ça lui sert à lui. Donc, c'est un petit peu ce recul qu'il faut avoir sur ces contenus, à mon sens. Pas uniquement sur LinkedIn, mais de manière globale, je pense. Ouais. Ça sert pour l'ensemble des plateformes. Alors là, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais, sur quoi tu te nourris? Est-ce que tu as des conseils sur des livres, des podcasts, des vidéos? Qu'est-ce qui fait que tu arrives continuellement à apprendre des choses et à nourrir ta réflexion? Alors, en termes de bouquins, les gens parlent toujours à peu près des mêmes sources. Moi, j'ai bien apprécié justement je te parlais de storytelling tout à l'heure, enfin, de storytelling, mais de manière enfin, je parlais de raconter des histoires, etc. Donc, c'est du storytelling. C'est Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell. Ouais. Je sais pas si tu l'as lu, mais en tout cas, ouais, ce bouquin-là, voilà, te permet de passer une histoire en un temps donné et de dire que bah, une histoire en un temps donné, voilà, c'est une expérience de quelqu'un qui a un problème, qui lutte contre ce problème et qui règle ce problème de bonne ou de mauvaise façon. Donc, c'est un petit peu la structure d'une bonne histoire. Donc, comme on avait parlé tout à l'heure, bah, ça va inspirer notamment George Lucas pour écrire Star Wars, mais ça a inspiré tous les gros blockbusters qu'on peut avoir sur hollywoodien en tout cas. Et puis dans un post LinkedIn, bah, c'est difficile de faire tenir une histoire bancale. Donc ça te permet aussi, quand tu t'inspires un petit peu de cette structure-là, de supprimer tout le superflu et de conserver que les éléments indispensables à la compréhension de ton histoire, surtout que tu as 1300 caractères, en tout cas sur un post. Donc voilà, ce bouquin-là, il est vraiment intéressant et te permet d'extrapoler, de te faire comprendre comment tu peux aussi l'utiliser pour créer un post LinkedIn qui soit percutant. Okay. Mais en termes de vidéo, alors c'est pareil, moi j'ai des inspirations qui sont totalement différentes. Tu vois, typiquement, j'aime pas le rap, mais je suis deux vidéos qui parlent de rap. Enfin, deux vidéos, deux chaînes YouTube, pardon. C'est Iconic Mag et Le Règlement. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le fond à proprement parler, c'est la manière dont c'est structuré, la manière dont sont présentés les arguments, la manière dont est construit la vidéo. Et ça me permet aussi de m'en inspirer, moi, pour faire mes propres vidéos, mais également pour trouver des axes d'écriture, aussi pour les posts LinkedIn. J'essaie toujours de me dire, quand je regarde un contenu, est-ce que je pourrais m'en servir? Est-ce que je pourrais transposer ce que je vois sur mes contenus sur LinkedIn? Et également, il y a une autre chaîne YouTube qui est intéressante pour justement le storytelling, donc on en parlait par rapport au livre. Et là, c'est en l'occurrence vraiment comprendre comment fonctionnent les personnages, par exemple les personnages de Star Wars, les personnages de Game of Thrones, etc., ou Harry Potter. C'est la chaîne SciPlay, S-Y plus loin Play, P-L-Y, qui est intéressante et je recommande aussi aller voir ce qu'ils font. C'est pas forcément des chaînes que je viens de te présenter, des chaînes qui font 3 millions d'abonnés, mais c'est des chaînes qui méritent d'être reconnues aussi. Et sinon, en termes de podcast, on parle aussi souvent des mêmes, mais j'aime bien celui d'Alex Sim qui est là, qui parle de freelancing et où justement il y a aussi je trouve dans ces podcasts c'est des podcasts conversationnels et c'est ça qui est intéressant, un petit peu ce qu'on a aujourd'hui, ce qui rend
on va dire, l'interview intéressante. Ouais. Voilà un petit peu mes sources d'inspiration. D'accord. De toute façon, on remettra aussi en commentaire les différentes sources pour qu'on puisse s'y retrouver facilement. Et ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce premier podcast Parlons.com. Merci à toi d'avoir aussi délivré un peu tous tes secrets de fabrique. Et j'aime beaucoup ce côté humain que tu mets au cœur de tes articles, au cœur de ce que tu donnes. Voilà. Merci. Merci Christopher Piton. On pourra du coup aussi lui mettre ton lien pour te retrouver, ton actualité sur ton site internet et vers les différents réseaux sociaux où tu es présent. Ça marche. Merci beaucoup à toi, Étienne, pour l'interview. Et puis, je te souhaite une très belle journée. Merci également. Merci. Salut. À bientôt. Ciao. Alors, voilà, c'était ce premier podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous pouvez le partager, vous pouvez le commenter et faire en sorte qu'il soit connu sur YouTube. On sera aussi également présent sur les différentes plateformes de podcast. Moi, je vous souhaite une très très bonne journée et maintenant, c'est le générique de fin.